Bonjour à tous, donc Victor Petit, j'ai fait effectivement des études de philosophie, j'enseigne la philosophie dans les écoles d'ingénieurs et écoles de design, donc plutôt philosophie des techniques et philosophie environnementale, et je suis très porté sur la question écologique en ce moment, philosophie environnementale. Voilà pour la biographie succincte. Voilà, et je remercie Elia de m'avoir proposé de venir, mais la tâche n'était pas facile puisqu'elle m'a demandé de parler de profanation et de café. Alors sur la profanation, je suis absolument pas spécialiste, et sur le café encore moins. Donc je vais vous parler du tout, donc en non spécialiste absolu. La profanation, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai lu le texte et je vais vous les résumer. Je vais les résumer. Donc ça va être un peu philo, j'ai fait au plus simple, j'ai enlevé les passages les plus compliqués, délicats, etc. Sur le café, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert, etc. Pour dire si vous avez peur, etc. C'est pas très long sur la profanation, mais comme c'était le texte qui inspirait cette séance, je vais prendre 5 minutes pour le résumer. Donc c'est un texte issu de ce livre, qui doit faire une trentaine de pages et qui est le dernier texte du recueil. Pour le résumer, je vais citer une des premières phrases qui est dans la première page du livre et la dernière phrase. Ça donnera au moins le propos général et après je vais résumer le texte en 3 mouvements. La première phrase, donc, elle est tirée d'un juriste romain. Je vous donne son nom, Trébatus. Il paraît qu'il est un grand juriste. Au sens propre et profane, ce qui, de sacré ou de religieux qu'il était, se trouve restitué à l'usage et à la propriété des hommes. Bon, le profane, donc c'est donc ce qui était sacré et ce qui se retrouve remis dans l'usage commun de la vie quotidienne. Donc ça, c'est la première définition qui va partir. Et la dernière phrase du texte, qui donne un peu la tonalité politique du propos. Il faut arracher à chaque fois au dispositif, à tous les dispositifs, la possibilité d'usage qu'ils ont capturé, la profanation de l'improfanable et la tâche politique de la génération qui vient, à savoir de nous. C'est notre tâche. Donc ça, c'est le propos d'Agamben. 1. La profanation, c'est ce qui ramène du sacré à l'usage commun. Et 2. La tâche politique, c'est de profaner l'improfanable. Et cette tâche est difficile, puisqu'on va le voir, sa définition du capitalisme, c'est que la profanation devient impossible. Je rajoute une dernière citation qui est tirée d'un autre texte pour montrer que ça résonne avec l'ensemble de ces concepts. Je ne vais pas vous parler d'Agamben et de sa philosophie en général, mais c'est tiré d'un autre texte qui s'appelle Quelques dispositifs, qui est un concept important de Foucault, repris par Agamben. Et la citation, c'est « La profanation est le contre-dispositif qui restitue à l'usage commun ce que le sacrifice avait séparé et divisé. » Donc même idée. Ok, donc ça c'est les propos généraux, etc. On va voir comment il définit ça. Donc définition de la profanation, je vais aller assez vite. Ce qui est important, c'est qu'il donne une définition de la profanation qui excède le domaine du religieux. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il insiste, c'est que dans le domaine du religion, il y a profanation, qu'à partir du moment où il y a séparation. Il ne peut pas y avoir profanation là où il n'y a pas de profanation d'un lieu sacré et d'un lieu non sacré. Par exemple, il y a profanation du sacré et du profane, et cette séparation qui est fondatrice de toutes les religions. Et la profanation, contrairement à l'usage commun qui en effet qui consiste à souiller un lieu sacré, c'est pas ça. Lui, c'est l'acte qui permet de passer du sacré au profane. Ce qui fait que l'homme a accès au sacré, en quelque sorte. Okay, si on n'avait absolument pas de possibilité de profanation, ben, le sacré resterait dans le monde sacré, il resterait dans le monde des hommes, il n'y aurait jamais de lien entre les deux. Donc la profanation, dans la religion, c'est ce qui permet d'assurer le passage entre notre monde et le sacré. Et par des rites, des sacrifices, etc. Le sacrifice étant typiquement ce qui, l'animal sacrifié est à la fois un animal qu'on mange, donc il restitue à l'usage commun, mais il y a une partie de lui qui est sacrifié au sens fort, et donc qui est restitué au monde sacré. Voilà. Donc le sacrifice est typiquement un acte où un même animal est à la fois considéré comme sacré et usage commun et profane, et donc c'est par ce geste-là qu'on relie au monde des dieux. Ok ? Donc ça c'est sur la religion, je passe sur l'étymologie de la religion, ils disent que ça ne vient pas de relier, mais de relire. C'est discutable, on laisse. Là où c'est intéressant, c'est qu'il exprime ça dans le domaine non religieux, et dans le domaine non religieux, profaner, c'est créer un usage inédit. C'est inventer un usage. Il donne un exemple, il donne 2 exemples en fait. Un dans ce cours-là et un autre plus loin dans le texte, et je vais donner les 2 en même temps, comme ça c'est clair. Donc, premier exemple, les 2 exemples, c'est le jeu, en fait. Il y en a un qui est pris aux hommes, c'est l'enfant. L'enfant profane en transformer n'importe quel objet en jouet. Par exemple, un enfant, s'il joue avec un contrat d'assurance, bah, il va profaner le contrat d'assurance. Okay, c'est-à-dire qu'il va le sortir de sa fonction, il va le restituer pour réinventer un usage, etc., avec tous les objets. Dès lors qu'il joue avec un objet, il le sort de ce pourquoi il est destiné. C'est le premier exemple qu'il prend.
Il revient là plus loin avec l'idée d'une profanation par le jeu, avec l'exemple du chat. Le chat qui joue avec une pelote de laine et qui simule l'acte de la chasse, qui fait tous les gestes comme s'il était en train de chasser une souris, sauf qu'il s'agit d'une pelote de laine et qu'évidemment la finalité de la chasse n'est pas accomplie dans le jeu. Et là, c'est le deuxième exemple qu'il prend, et il introduit un nouveau concept qui est peut-être là plus en résonance avec l'exposition. Donc toujours à partir de cet exemple du chat, de profanation dans la nature, il dit il s'agit là, donc le chat qui prend la pelote de laine pour une souris, qui simule la chasse, il s'agit là d'un moyen pur qui s'est libéré de sa relation à une fin. Le moyen pur, c'est-à-dire pur fait de jouer à la chasse, mais sans avoir la finalité de la chasse. Donc c'est un pur moyen, et le jeu ce serait là, ça serait prendre quelque chose libéré de sa finalité, de sa fonctionnalité. Donc en ce sens-là, il y aurait profanation partout où on prend une matière, un dispositif, et on cherche à le sortir de sa fonctionnalité première. Si la fonctionnalité première du néon est d'éclairer la lumière, si on utilise le néon dans un dispositif autre, alors on profane le néon, etc. etc. Donc c'est vraiment là l'idée c'est détacher l'objet, le dispositif de sa relation à une fin. Et comme la relation à une fin est ouverte, l'usage est possiblement inventé, donc il y a profanation. Voilà, ça c'était le premier mouvement du texte, donc à la fois le domaine religieux, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il le sort du domaine religieux avec l'exemple du jeu, le jeu qui n'est pas le propre de l'homme. Tous les mammifères jouent, on le sait, c'est constitutif, tous les mammifères, et c'est essentiel au développement de tous les mammifères. Si on empêche un chat de jouer, il y aura des pulsions suicidaires. Pulsions que seuls les animaux, seul l'homme se suicide. Donc ça c'était le premier mouvement, et comme souvent dans ce texte très dense et très compliqué, il passe très vite à un deuxième mouvement que j'ai allumé. Donc le premier mouvement, j'ai appelé ça définition de la profanation de la religion. Le deuxième mouvement, c'est le capitalisme comme religion. Et ce titre, le capitalisme comme religion, il emprunte à Benjamin, dont il s'inspire 2 fois dans le texte. Et c'est un fragment inédit de Benjamin, assez compliqué comme tout ce qu'écrit Benjamin. Donc, là, je vais aller, c'est là où ça se complique. Là, je vais vous donner quelques. Je laisse de côté l'analyse de Benjamin. Il dit juste que le capitalisme, le point important, c'est une religion cultuelle, une religion sans idéologie, mais où une religion qui est basée que sur le culte et où le culte est sans répit, sans expiation de la faute, etc. Et le culte, c'est évidemment la consommation permanente. Évidemment sans arrêt, parce que le temps de. Nous, on travaille aussi un temps de consommation, c'est-à-dire la consommation depuis toute notre vie, et on sait tous que la seule chose qui inquiète vraiment le capitalisme mondialisé, c'est le sommeil, parce que c'est vraiment le seul moment dans lequel on ne consomme pas. Et les vraies recherches un peu poussées de la Silicon Valley cherchent à intervenir sur ce moment de non-consommation par excellence qu'est le sommeil. C'est le dernier point noir du capitalisme. Il y a quand même le lit et tout ce qui va avec. Mais il y a de plus en plus maintenant, il y a le Quantified Cell qui est censé mesurer nos mouvements de nuit avec les applications liées au sommeil, c'est là où il y en a le plus. Là, ça, c'est des divergences. Donc, quelques phrases un peu compliquées où là, ça va très vite et on a des visions un peu catégoriques, définitives, assez belles, mais qui nous laissent un peu sur notre faim. Sur le monde tel qu'il va. Les formules semblent se complaire dans le paradoxe. Donc, il y a la religion capitaliste réalise la forme pure de la séparation sans plus rien séparer. Nous voilà bien. Et d'autres tout aussi profondes, enfin d'autres un peu plus profondes, mais tout aussi énigmatiques. Le spectacle et la consommation sont bien les deux forces d'une même impossibilité de l'usage. Le spectacle, on comprend assez bien, si on a lu Debord, en quoi la société du spectacle est une société qui se soustrait à l'usage. La consommation, c'est évidemment paradoxal de dire que la consommation, mais donc c'est une des thèses fortes, c'est qui définit la consommation comme ce qui interdit l'usage. Et l'usage, en tout cas, l'invention d'un nouvel usage. Mais sans jamais expliciter ça. Donc là, je vous dis les thèses, après la discussion, on verra. La thèse est finalement assez simple. Profaner est devenu impossible dans le capitalisme. Le capitalisme vise la création d'un improfanable absolu. Un consommé où on ne peut plus du tout inventer de nouvel usage. Je vous lis, là, après j'arrête sur les citations, il y aura juste la fin. Mais je vous lis là, ce qui me semble la citation centrale du texte. Là, c'est la bleue, là, je vous la lis. Et c'est en gros, je pense, le point intéressant pour notre discussion. Si les consommateurs sont malheureux, à savoir nous, dans les sociétés de masse, ce n'est pas seulement parce qu'ils consomment des objets qui ont incorporé leur inaptitude à l'usage,
mais aussi et surtout parce qu'ils croient exercer sur eux leurs droits de propriété, parce qu'ils sont devenus incapables de les profaner. Donc on consomme des objets qui ont incorporé leur inaptitude à l'usage, et on vient, c'est là en creux dans le texte, il y a en gros l'idée que la propriété, le régime de propriété, vient interdire le régime de l'usage. Là où c'est fondamental, je fais juste une référence, je ferai un écho après, mais ça c'est la base de tout ce qu'on appelle, si je vous dis Commons, Creative Commons, tout ça, ça vous parle, c'est la base de la révolution des communs aujourd'hui. Repenser le régime de propriété. Aaron Swartz, qui est super à la mode là en ce moment, parce qu'il vient de sortir un livre, le père du Creative Commons, c'est en gros repenser le régime de propriété pour valoriser la valeur d'usage par rapport à la valeur d'échange. Ça vous parle si je dis ça ou pas? Voilà. Mais donc en gros, il y a bien toutes ces questions-là font écho avec tout ce qu'on appelle la sortie du calvinisme par les communs, dont les militants du net sont les plus grands penseurs. Juste après cette petite phrase, il y a la citation sans transition qui est le paragraphe d'après et qui vient résumer une autre question importante. L'impossibilité de l'usage trouve son lieu d'élection dans le musée. Jusque-là, on est d'accord. La muséification du monde est aujourd'hui achevée. Donc deux phrases. L'impossibilité d'usage dans le musée. Aujourd'hui, le musée, il a pris l'échelle de la planète. Donc ça, c'est le passage difficile. Okay, on a une définition du capitalisme et donc qui interdit la possibilité de profaner. Arrive un passage non moins difficile que j'ai éclaircir, mais qui est censé éclaircir ce passage difficile. En gros, il prend deux exemples pour éclairer ce capitalisme comme nouvelle religion. Ces deux exemples, donc, qui visent en fait à nous faire comprendre la muséification du monde, ou alors la naissance de l'improfanable, c'est le tourisme et la pornographie. Donc sur le tourisme, il le dit clairement, l'exposition d'une impossibilité de l'usage, d'une impossibilité de l'habiter, d'une impossibilité de l'expérience, tout ça en fait c'est absolument, selon lui, réalisé par le tourisme. Le tourisme, je rappelle, c'est la première industrie au monde. Okay, c'est 610 millions de personnes concernées par l'industrie du tourisme. C'est la première industrie mondiale. Et le tourisme généralisé, c'est évidemment un monde où l'usage est remplacé par le spectacle. Le tourisme a un monde qui est juste spectacle et il se contente bien souvent de prendre des photos. Donc tourisme, selon lui, c'est la perte irrévocable de tout usage, l'impossibilité absolue de profaner. Face à ça, bien sûr, il faudrait poser le voyage au tourisme. Je rappelle que le livre de Nicolas Boublier sur le voyage s'appelle L'usage du monde. Donc, le tourisme, pour lui, c'est une manifestation donc, du capitalisme qui nous interdit la possibilité de l'usage. Deuxième exemple, la pornographie. La pornographie aurait produit le rêve capitaliste de la production de l'improfanable se réalise dans la pornographie. Donc on réalise quelque chose qui n'est pas profanable, c'est-à-dire où la séparation du sacré et du profane n'a même plus lieu d'être. C'est compliqué, je ne suis pas un spécialiste de la pornographie. Agamben introduit donc alors un concept qu'il emprunte à Benjamin. Ça, c'est un concept fondamental, mais sur lequel il dit peu de mots et que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher. C'est la valeur d'exposition. La valeur d'exposition, c'est ni la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est la valeur de quelque chose qu'on use. C'est des concepts marxistes, hein, valeur d'usage et valeur d'échange. Par définition, ce n'est pas la valeur d'usage puisqu'elle est soustraite à l'usage. Quand c'est exposé, c'est soustrait à l'usage. C'est ni la valeur d'échange, puisque ce qui est exposé ne permet pas de mesurer une force de travail. Donc c'est une troisième valeur, qui serait peut-être celle qui cherche à travailler ici. Malheureusement, il y a un paragraphe, on passe. Et là on arrive à la pornographie, etc. Il dit que, bon, c'est compliqué la pornographie, je vais montrer la photo. La pornographie, il dit en gros... Le problème de la pornographie, c'est qu'on ne montre ne rien donner à voir, si ce n'est qu'on se donne à voir. Il utilise le passage de l'érotisme à la pornographie. Pour dire assez vite, l'érotisme, on prenait toujours, au début du siècle, quand il y avait des photos, on en trouve plein sur les quais, quand on prenait des photos érotiques au début du siècle, c'est souvent le canon, c'était l'érotisme était de voler un moment d'intimité, de la nudité d'une femme. Il fallait donc que
souvent c'était une femme qui est en train de faire sa toilette, une femme qui regardait sa glace, et le photographe qui arrive derrière et qui vole ce moment d'intimité pour montrer. Mais donc les femmes avaient toujours un visage très expressif. Et il y a toute une analyse donc d'une star, il dit on passe à la pornographie quand on cherche plus à voler, c'est-à-dire où l'exposition elle-même, en gros, quand les stars porno commencent à regarder l'objectif. Là, il n'y a plus de voler, on regarde droit l'objectif, parce que là, il dit la pornographie, où ce qui va susciter l'excitation, c'est le simple fait de se montrer. Et c'est parce que, et donc pas voler, c'est la monstration, et c'est la caméra, le fait de regarder la caméra en face à face, qui est sans cette pornographie. Et lui, l'usage de la pornographie, je vais vous montrer la photo, hein, donc c'est une artiste pornographe, une star du porno. Et je vous dis, donc il termine son exemple sur la profanation sur cet artiste. Alors je vais aller voir qui c'est, j'ai pris une photo assez parlante, je crois. Je vous lis la citation qui est censée accompagner cette photo. C'est ce potentiel de la profanation que le dispositif de la photographie entend neutraliser. Donc la Chloé Delis, là ce qui frappe Agamben dans cette star porno, qui donc en gros, elle a fait toute une série où elle est dans des positions obscènes, souvent avec des partenaires mais parfois seule, donc là elle a un bon lycée dans les fesses, mais avec un visage absolument impassif qui n'exprime rien, et elle scrute la caméra. Comme si justement il n'y avait plus rien de profane dans son geste, et du coup il n'y a plus de séparation entre le profane et le sacré. Et une des dernières thèses qui illustre ça, c'est la consommation solitaire et désespérée de l'image pornographique se substitue ainsi à la promesse d'un nouvel usage. J'en ai fini avec le texte, et le texte se termine vraiment sur l'exemple de Chloé Delis. Voilà. Et après, il y a la dernière phrase que je vous ai citée en introduction. Donc, texte compliqué, où on voit que le concept de profanation engage des concepts clés qui sont celui de la consommation, qui se distingue de l'usage, qui lui-même se distingue de la propriété. Donc c'est à partir de ces trois concepts et de la manière dont on les articule, on peut peut-être penser en quoi un usage qui ne serait pas uniquement consumériste et qui échappe au régime de la propriété serait susceptible d'être un usage profanateur qui est susceptible de jouer contre tout dispositif par rapport au capitalisme. Après, je vais laisser le texte d'Agamben là, je vous ai résumé les thèses fortes, et on va ensuite discuter librement de ce que la profanation nous inspire du côté de l'usage. Vous voulez que je termine sur ce que j'en pense, moi, éventuellement? Bon. Ce que j'en pense, c'est que c'est des textes évidemment essentiels, mais très denses et très rapides, et qui demanderaient une analyse beaucoup plus poussée. Ce qui demande à être développé, entre autres, c'est parce que quand il parle de capitalisme, il fait tout un rappel sur le juridique, sur la question des franciscains et de leur opposition au pape de l'époque, sur la question justement d'un usage qui ne soit pas assigné à un régime de propriété. Donc c'est des vieilles questions, en gros, du droit commun, ce qu'on appelle les communs, qui sont aujourd'hui redébattus par tous les juristes qui s'intéressent au grand mouvement qui réunit à la fois la transition numérique et la transition écologique, qu'on appelle en gros les communs. Mais les communs, je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est vraiment quelque chose qui cherche à penser l'usage indépendamment de la propriété. D'accord? Donc tout le monde voit à quoi ça réfère, le Creative Commons, etc. Ouais. Donc ça, c'est fondamental pour Agamben. Le point, moi, que je ne comprends pas bien, c'est dans sa définition du capitalisme, moi je ne comprends pas bien, c'est que pour profaner quelque chose, il faut bien que ça soit sacré. D'accord? Et la question, je ne comprends pas parce que je comprends pas la manière dont le coup profane et sacré joue dans son concept de capitalisme. Parce que dit que le capitalisme a créé l'improfanat. On ne peut plus profaner, il n'y a plus rien à profaner, tout est déjà... donc ça, je comprends bien, mais je trouve que ça va vite sur des questions essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le capitalisme, est sacralisé, et du coup, qu'est-ce qui doit être profané? Parce que les lectures, un peu, c'est-à-dire que c'est là où c'est une lecture de philosophe, c'est qu'il ne tombe pas dans le travers classique.
la lecture actuelle, ça va être la technique, le transhumaniste ont tendance à profaner tout ce qui est sacré. Qu'est-ce qui est sacré? La nature, la vie, le génome humain, tralalala, et le transhumanisme profane tout ça. Et par contre, il sacralise tout ce qui est profane. Qu'est-ce qui est profane? L'argent, la technique, et eux, ils vont sacraliser tout ça. L'argent, les médecines augmentées, etc., etc. Donc la lecture traditionnelle du monde tel qu'il va, c'est plutôt une inversion des valeurs. C'est-à-dire que le profane devient sacré, que le sacré devient profane. Là où la lecture d'Agamben est intéressante, c'est qu'elle va plus loin, mais on ne sait pas trop où elle nous mène. Pour moi, il y a une difficulté, c'est qu'il ne questionne pas la technique. Je vous donne juste deux citations, juste une référence, qui est celle de Jacques Ellul, qui questionne aussi beaucoup, philosophe des techniques, qui questionne et père de l'écologie politique, qui était plutôt technophobe, ce qui n'est pas du tout mon école. Mais lui, il a cette phrase, il dit que ce qui est le problème dans notre société, ce n'est pas la domination de la technique comme telle, c'est la domination du caractère sacré de la technique. Je peux vous donner la citation exacte, c'est « Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique ». Donc la question qui serait plus intéressante pour nous, c'est à partir de quand, s'il y a bien un objectif de désacralisation de la technique, et sacralisation de la technique, elle est assez claire dans ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est vraiment une religion de la technique. Si vous voulez, par tous les papes de la Silicon Valley. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Ray Kurzweil, qui est le directeur scientifique de la recherche scientifique chez Google, donc un des hommes les plus influents de la recherche et du développement à l'échelle mondiale, et aussi le père du transhumanisme, pour ceux qui voilà, donc de la religion qui annonce la mort de l'homme biologique par son hybridation avec les techniques. Mais donc la question, c'est celle de savoir, d'interroger la sacralité de la technique pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait désacraliser. Ça, c'est donc des pistes générales et d'autres pistes plus... Bon, je vais en revenir aux travaux de Morgan, et comme ça, Donc, une concept centrale, c'est l'usage. L'usage, ça mobilise tous les concepts clés aujourd'hui. Donc, c'est évidemment le design, les trucs à la mode aujourd'hui, l'innovation par l'usage, l'innovation par l'utilisateur, on n'entend que ça, il y a 5 livres dessus sur la question, etc. Mais ça rejoint les profanations d'Agamben. Le détournement par l'usage, on parle que de ça, c'est la grande mode de l'upcycling, où on prend un objet pour le détourner de l'usage, etc. Est-ce que tout ça rentre dans la catégorie de la profanation? Et il y a aussi de développer de nouvelles possibilités d'usage, qui sont aussi des mots forts, donc là, qui est tout le mouvement de l'open source, qui par définition, dans son partage, laisse la possibilité d'un usage non prescrit, non écrit. Donc la thématique du détournement, du contournement, de la possibilité d'usage, de l'innovation par l'usage, etc., est effectivement très prégnante aujourd'hui, et rejoint le texte d'Agamben par là. Il y a des thématiques aussi très générales qui sont les frontières franchies. Là, c'est la frontière essentielle, c'est sacré, profane. Mais les frontières franchies par le geste de la profanation, c'est aussi bien, voilà, c'est tout le jeu des frontières. Alors lui, je cite un passage d'un texte de Morgan, donc qui est spécialiste, mais se présentera lui-même spécialiste de l'amatora en sciences et en technique, et de tout ce qu'on appelle le biohacking, donc le bricolage scientifique. Et il dit: la biologie de garage est souvent imaginée discutée en termes de frontières qui sont franchies. Entre l'université et la maison, entre amateurs et experts, entre scientifiques et citoyens, entre espace public et espace privé, entre espace contrôlé et espace difficile à contrôler. Donc ça fait évidemment écho à ce qu'on voit ici. Et entre des institutions et des lieux non institutionnalisés. Donc toutes ces frontières-là qui sont énumérées, je peux les reprendre, elles s'appliquent toutes plus aux œuvres exposées ici. Et donc l'acte de profanation, là, c'est juste l'acte de transfrontalier. C'est l'acte de... Non pas... Alors la question, c'est justement... Parce que la vraie difficulté... Voilà, la difficulté du texte, c'est que pour dire... Pour casser les frontières, pour passer d'une frontière à l'autre, il faut conserver la séparation. Et je me suis tellement exprimé sur ma difficulté philosophique avec le texte. Mais à partir du moment où on dit que le capitalisme produit l'improfanable, etc., s'il n'y a plus de distinction du sacré et du profane, comment passer de l'un à l'autre? Si tout est sacré, ben, la profanation n'est pas possible, et si tout est profane, ben, la profanation n'est pas non plus possible. Donc il faut bien qu'on conserve la séparation du sacré et du profane, ou de toutes les séparations que j'ai faites, c'est-à-dire pour les dépasser. On peut dépasser une séparation quand on la conserve. Parce que si vous la nihilez, il n'y a plus rien à... Ok. Donc c'est juste distinguer, mais pas séparer.
Donc vous travaillez sans cesse sur ces articulations entre amateurs et sciences, etc. Bon, et juste sur l'innovation par l'usage, on a l'idée, donc l'idée forte du bricolage et du jeu se retrouve dans énormément de pratiques qui sont représentées ici et qui sont celles qu'étudie Morgan. Toutes les pratiques du bricolage où la notion de jeu, de jouer avec l'instrument, là je cite encore une citation extrêmement classique, il est nécessaire de jouer avec les dispositifs expérimentaux standards, de les tordre un peu pour ouvrir des brèches, etc. Bon. Donc en gros, on prend à Agamben toute cette idée essentielle de profanation par l'usage, c'est-à-dire il y a de possibilités de profanation aussi, il y a possibilité d'inventer un nouvel usage qui ne soit pas prescrit par des dispositifs. Ça, c'est OK, on peut se l'approprier. La difficulté qu'on va avoir, c'est de régler son concept de capitalisme et notre position vis-à-vis de ce capitalisme qu'aurait produit l'un profane. Capitaliste, donc je répète, qui est résumé par cette photo. Voilà pour le résumé du texte difficile. Et voilà pour les ouvertures vers le travail de Morgan, que je vais laisser prendre la relève. Donc Morgan, c'est le spécialiste. Merci Steve. Donc je m'appelle Morgan Meyer, je suis maître de conférence à AgroParisTech et en même temps chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le LISIS, pour Laboratoire Interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Et je m'intéresse à plusieurs thématiques de recherche, dont une, c'est justement le rôle des amateurs dans la production de connaissances scientifiques, dans le bricolage. Et je m'intéresse notamment, mes deux terrains actuels, c'est la biologie dite de garage et l'autoconstruction d'équipements agricoles. Et donc, la lecture du texte, je ne vais pas rentrer dans le texte parce que tu l'as déjà, Victor, tu l'as déjà très bien résumé. Je vais juste prendre peut-être les deux citations pour se remémoriser un peu cette définition de profanation. Donc, la profanation, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de sacré, de religieux, et donc ce sacré, ce religieux se trouve restitué à l'usage et à la propriété des hommes. Donc profaner, ça veut dire se réapproprier, libérer. Donc il y a quelque chose qui a été sacrifié, qui a été pétrifié, qui a été confisqué, qui est séparé de nos vies quotidiennes. Et cette chose donc devient plus utilisable, plus démocratique, peut-être on dirait de nos jours. Et donc c'est ce geste qui m'intéresse aussi dans mes travaux. Donc la profanation, c'est ce geste de profaner, de rendre plus utilisable. Et après, donc vers la fin du texte, tu l'as dit, il y a quand même un enjeu politique, parce que c'est pas seulement un geste neutre, objectif. L'idée, c'est que cet acte de profanation, je cite à nouveau, neutralise et désactive les dispositifs du pouvoir. Donc, c'est aussi quelque chose qui est là pour contourner, pour trouver des alternatives au capitalisme, aux inégalités, etc. Il dit aussi, au début du texte, il y a une relation forte entre user et profaner. Donc si on profane, on rend quelque chose plus utilisable. Et si on brasse très large, on peut voir qu'il y a en fait plein de domaines où on pourrait utiliser ces concepts de profanation. Dans le domaine culturel, on pourrait dire, je vais vite, mais avec YouTube, c'est peut-être démocratiser aussi d'une certaine façon la production culturelle, que des artistes qui avant, des musiciens par exemple, avant ils avaient besoin de passer par un studio, de trouver une maison de disques, etc. De nos jours, ils peuvent faire une chanson chez eux à la maison, la publier sur YouTube, et ils peuvent devenir en quelque sorte des stars. Un autre exemple, ce serait Flickr, le site où on trouve des photos, qui est aussi une façon de redistribuer des photos
Un autre exemple, ce serait justement d'aller regarder dans les sciences, où on voit aussi une certaine forme de réappropriation. Historiquement, c'est les amateurs en histoire naturelle. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas seulement des experts, des chercheurs qui ont des doctorats, qui travaillent dans les universités, qui produisent des connaissances, mais c'est aussi des gens sans diplôme, mais qui ont peut-être un intérêt, une passion pour la nature, qui vont se promener, qui observent les oiseaux, qui prennent des notes, qui observent des plantes, qui deviennent même parfois spécialistes dans un champ spécifique. Un autre exemple aussi, pour revenir au domaine culturel, la musique punk dans les années 70. Et donc toute cette philosophie un peu underground punk, et l'idée que, pour aller vite, on peut faire une chanson avec 3 accords. En n'étant pas vraiment capable de très bien jouer de la guitare, mais on peut, comme les Sex Pistols, comme d'autres groupes de punk, on peut, avec les moyens du bord, avec 3 accords, avec des vêtements qu'on a aussi peut-être bricolés, on peut devenir une star de la musique. Et en critiquant en même temps un peu le mainstream culturel. Donc, pour en venir un peu à mes travaux actuels, ce qui m'intéresse, c'est justement aussi cette idée de réappropriation et de libération des outils techniques et scientifiques. Donc, en commençant par mon terrain le plus actuel, c'est donc l'autoconstruction de matériel agricole. En général, les paysans, les agriculteurs, quand ils veulent utiliser une machine, ils achètent chez un fournisseur, John Deere par exemple, ou un autre fournisseur, ils achètent leur tracteur et tout ce qu'on met derrière le tracteur pour travailler dans leur champ. Avec comme problème qu'on achète une machine qu'on ne comprend pas vraiment. C'est comme les voitures qu'on utilise. On n'est pas vraiment capable nous-mêmes de réparer une voiture, de se l'approprier, de la réajuster, etc. On achète quelque chose qui est un produit standard, qui est un produit standardisé, qui coûte normalement cher. Et donc, pour les paysans, ils ont besoin d'équipement, ils achètent ça. Et le problème, c'est que pour certains paysans qui n'ont peut-être pas les moyens financiers, ou qui sont par exemple dans le bio, qui travaillent des petits champs, ils ont besoin peut-être de machines plus petites ou d'objets pour pas faire des milliers de kilos de farine, mais une dizaine de kilos de farine seulement par semaine. Et donc, l'idée, elle a été développée, et en France, il y a un exemple d'une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui essaye de transmettre des savoirs, des connaissances, des savoir-faire aux paysans pour qu'eux, ils se réapproprient les technologies. Donc concrètement, ils font des formations, ils ont des sites internet avec des vidéos, il y a plein de plans qu'ils ont distribués sur internet, qui sont tous en Creative Commons, donc sous licence libre. Et donc, grâce à ce réseau, il y a environ 500 personnes à travers la France qui se sont formées et qui donc qui sont capables de eux-mêmes produire les machines. On n'en est pas encore au tracteur, mais grosso modo, un paysan qui s'intéresse à cette autoconstruction d'équipements agricoles, il peut travailler sa terre et produire lui-même tous les objets qu'on met derrière un tracteur soi-même. Avec comme bénéfice donc le fait que ça coûte beaucoup moins. On peut réparer soi-même les équipements. Les équipements, ça tombe régulièrement en panne. Donc on peut les réparer, on peut les ajuster, on peut se les réapproprier, on peut comprendre, on peut rentrer dans la boîte noire de la technique. Et donc c'est à l'opposé de la voiture ou d'un smartphone ou d'un ordinateur portable qui est quasiment impénétrable. Je crois qu'il n'y a personne ici
ce soir qui pourrait réparer comme ça d'un coup de main un smartphone, un ordinateur portable ou une voiture. Or, l'idée de ces associations comme les paysans, c'est qu'on devrait être capable de comprendre, se réapproprier, réparer, construire les technologies qu'on utilise. Donc ça, c'est mon dernier terrain. Et depuis environ 5 ans, je m'intéresse à des gens comme Lia, qui sont dans une association qui s'appelle La Paillasse, qui est un laboratoire de biologie des garages. On dit, en anglais, on parle de biologie do it yourself, donc biologie fait toi-même, fait à la maison. Et donc ici aussi, l'idée, c'est de se réapproprier les équipements scientifiques qui, normalement, sont plus ou moins informés dans les universités, dans les laboratoires de recherche. Par exemple, pour produire en grande quantité de l'ARN, de l'ADN, on a besoin d'une machine qui s'appelle machine PCR. C'est un peu l'équipement standard qui est vraiment nécessaire pour pouvoir amplifier, produire en grande quantité l'ADN, l'ARN. C'est un peu ce que vous voyez quand vous regardez la série Les Experts. Ben, si vous voulez faire une expérimentation sur votre ADN, vous prenez un coton-tige, vous essayez d'avoir un peu d'ADN qui est dans votre salive. Et ça ne suffit pas pour faire un test sur vous-même ou pour essayer de trouver le coupable qui a commis le crime. Mais il faut, avec les petits fragments d'ADN que vous avez sur le coton-tige, il faut amplifier l'ADN et l'ARN pour en avoir en quantité suffisante pour après faire les tests génétiques. Et donc il faut cette machine PCR qui coûte plusieurs milliers d'euros. Et donc les biologistes des garages, ils ont réussi à faire une machine PCR ouverte, libre, qui coûte environ 10 fois moins, et que c'est un peu comme un meuble Ikea. Il y a un manuel que vous pouvez télécharger, ça coûte 500-600 euros environ, et donc vous achetez un kit, et donc vous avez sur une 70 pages environ, vous avez étape par étape comment vous-même construire cet équipement. Et comme ça, il y a une trentaine, quarantaine d'équipements, la machine PCR, les gels d'électrophorèse, c'est les gels, vous voyez souvent des images où il y a des petites bandes d'ADN ou d'ARN, c'est pour aussi déterminer certaines caractéristiques ou certaines maladies, les séquencer. Et donc il y a des microscopes do-it-yourself, il y a des gels d'électrophorèse do-it-yourself. Et donc, ces laboratoires de biologie des garages sont des endroits où on essaie de bricoler avec les moyens du bord pour rendre plus accessible la biologie. Donc, en quelque sorte, pour la profaner, pour la rendre moins sacrée. Parce que la biologie, et surtout la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, c'est quelque chose qui se fait surtout dans les universités, dans les laboratoires de recherche, dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Pour avoir accès à ces endroits, on a besoin de connaissances. On ne peut pas comme ça frapper à la porte d'un laboratoire et dire on voudrait vous observer ou travailler avec vous. On a besoin d'être légitime pour être là. Donc ça passe par des connaissances, un diplôme, le doctorat ou un postdoc qu'il faut faire. Et donc l'université, elle n'est pas très ouverte, pas très démocratique. Et donc l'idée derrière ce mouvement de la biologie des garages, ou biologie do it yourself, c'est de rendre appropriable, d'ouvrir, de démocratiser la science pour les citoyens. Et donc, je crois que ça, c'était dans un premier temps, c'était un peu ça ce que je voulais vous dire, disons les résonances entre ces textes sur la profanation et l'idée que la profanation, c'est pas seulement quelque chose qu'on peut retrouver par rapport à la religion, mais par rapport peut-être à toutes les productions culturelles, que ce soit dans la musique, dans la photographie, dans le film, mais aussi dans les sciences les plus low-tech, disons les équipements agricoles, jusqu'au plus high-tech, la biologie moléculaire. Ça m'évoque des remarques, parce que tout le monde accuse tout le monde de provocation, et évidemment l'exemple du patrimoine génétique et du working est essentiel.
Il faut bien comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on profane? Pour les transhumanistes, qui s'attaquent donc à la religion traditionnelle, le vivant était sacré, et cette sacralité-là que les religions tenaient bien préservée est précisément ce qu'il faut profaner. Donc le vivant n'est plus un domaine du sacré, pas plus que quoi que ce soit. C'est-à-dire tout maintenant est un objet de design entre les mains des transhumanistes. Donc on va, eux, ils sont accusés de profaner le matériel génétique en faisant un moyen et non plus une fin en soi, un moyen au nom de... Mais donc ils sont accusés de profanateurs par ceux qui sont un peu hackés par les transhumanistes. Mais ça, c'est un profanateur qui a une profanation qui va dans le sens du capitalisme. Évidemment, c'est pour marchandiser... Et de la profanation qui est celle du mouvement représenté par les artistes ici, c'est un mouvement de réappropriation artistique et citoyenne d'une question scientifique, c'est aussi la profanation. Mais ce n'est pas le même type de profanation. Dans un cas, dans ce cas-là, ce qui est considéré comme profanable, c'est le geste même des transhumanistes. Pourquoi? C'est parce que ce qui est condamné, ce n'est pas le fait de bidouiller le vivant, qui n'est plus considéré par sacré, y compris par les gens qui travaillent ici. C'est-à-dire qu'on a déjà fait... C'est pas sacré, la preuve c'est qu'on le bidouille. Si on n'aurait pas rapport de sacralité. Mais par contre, ce qui est considéré comme un acte, c'est le fait de s'approprier ça de manière marchande. Le génome humain est d'abord une propriété privée avant d'être une propriété publique. Il a été fait d'abord privé et public de manière... c'est Greg Venter. Et ce qui est contesté, c'est vraiment l'appropriation marchande ou experte, ou en tout cas où l'appropriation marchande se fait au nom de la science sous respect de sécurité scientifique. Et c'est ça qui est contesté par les profanateurs que sont les paillasseurs, la paillasse moderne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans les deux cas, on admet que la vie, il n'y a pas de sacré, c'est-à-dire que du côté de la vie, mais par contre, ce qu'on ne tolère pas, c'est le fait que justement cette chose profanable soit appropriée par un nombre tout à fait restreint de R&D tout à fait privés, d'entreprises tout à fait privées. Et donc là, ils cherchent à se réapproprier. Et donc, mais voilà, mais tout le monde accuse tout le monde de profanation. Les transhumanistes vont dire à la paillasse, ouais, mais vous profanez parce que vous n'êtes pas... faites gaffe, c'est quand même un domaine... C'est-à-dire qu'eux, ils ont transféré le sacré de la vie à la science, et voilà, mais tout le monde accuse tout le monde de profanation. Mais la profanation dont on parle ici, c'est bien celle de la paillasse. C'est-à-dire parce que, comprenez, Agamben, il dit que ce qu'il faut profaner, c'est le capitalisme lui-même, d'accord? Et qu'est-ce que fait le capitalisme? Le capitalisme, c'est le régime dans lequel tu produis de l'improfanable. C'est-à-dire que justement, plus rien à profaner, c'est-à-dire tout est... Bref. Et en quelle année son livre? Je sais pas. Je sais pas, il a pas très vieux, je dirais qu'il y a 10 ans ce texte. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'un dispositif de 8-7 oui, c'est des textes récents. Voilà, donc ça c'était une réponse à ça. J'ai juste une remarque là, pour le coup, si j'avais dû faire un travail de philosophie à partir du concept de profanation et des travaux ici, parce qu'on profane toujours un espace. Okay, profaner, c'est profaner un espace sacré. On va profaner une église, si les fémènes qui se mettent des seins nus dans une église la profanent, enfin on profane un espace, en ayant, soit en rentrant dans cet espace alors qu'on n'a pas le droit, soit en venant des comportements qui ne sont pas appropriés, etc. Et la question qui se pose, et là c'est une question de philo, je dis c'est juste une question, c'est qu'est-ce que ça serait que profaner le temps? Et la question qui est posée à mon avis par les travaux d'Émile et aussi par ceux de Émile, puisque l'ADN c'est évidemment la mémoire, et dès lors qu'on touche l'ADN on touche au temps, c'est-à-dire la mémoire, c'est qu'est-ce que ça serait que profaner le temps, quelque chose, voilà, c'est juste pour ouvrir des questions difficiles, mais là il y a bien quelque chose comme un acte de profanation qui touche la question du temps, donc l'espace, c'est-à-dire comment on va détourner le temps d'un usage, se réapproprier un temps qui n'était pas à nous, c'est-à-dire le temps long, l'IA va essayer de comment ramener le temps long qui n'est pas à nous, juste représentable dans le domaine de l'usage. Einstein a fait un peu ça, parce que le temps qui était vraiment considéré comme quelque chose d'inébranlable, finalement est devenu quelque chose d'élastique. Avec Einstein, il a profané ce temps qui était quelque chose d'une valeur sur laquelle on ne devait absolument pas agir normalement. Oui, mais bon, après on ne peut pas vivre dans le monde. Enfin, pour Einstein, passé, présent, futur sont des illusions. De toute façon, on n'existe pas on ne peut pas vivre dans le temps de la physique. Ça,
Mais pour rebondir sur ce que par rapport à oui, mais pour Einstein, oui, la relativité restreinte, c'est trait d'union entre espace-temps, c'est fondamental. La relativité générale, c'est l'idée même que le temps n'existe pas, est une pure illusion pour le physicien. C'est une citation d'Einstein, pour nous, physiciens, la différence entre passé, présent et futur est une pure illusion. Ce qui est évidemment une belle phrase, mais voilà, là, c'est la difficulté à... Pour nous, elle n'est pas une illusion. Dans ce cas, si la profanation du temps, c'est des objets du temps, puisque le temps serait une illusion, c'est peut-être justement ces objets comme la mémoire. La profanation de la mémoire, ça existe couramment quelque part. Oui, régulièrement, les mémoires. Mais tant qu'on sera des êtres mortels, le temps est une donnée inaliénable. Il y a des gens qui, justement, la question est intéressante par rapport au temps, et il faut problématiser, disséquer cette idée du temps. Il y a des gens qui font la distinction justement entre clock time et social time, entre le temps de la montre. On ne peut pas arrêter le temps qui passe. Il y a un temps qui est plus ou moins, on va dire, physique quantifiable. Il y a le temps social. Et donc le temps social, ça peut être la mémoire, ça peut être les calendriers, ça peut être des rituels, ça peut être les vacances qui sont à un certain moment donné et pas d'autres. Et tout ça, c'est des constructions, et tout ça, c'est bidouillable, bricolable, réadaptable, libérable. Ou ça peut être parfois, ça peut aussi être les deux en même temps, ça peut être une forme de spirale, que ça va se cristalliser à un certain moment. Et donc le temps, c'est un concept très intéressant, beaucoup trop abstrait. Et il y a une des critiques qu'on peut faire, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu trop abstraites, métaphysiques, un peu comme le capitalisme ou le temps. Et donc, je crois, pouvoir discuter, c'est saisir ou faire des œuvres artistiques autour de ces idées de temps, temporalité, capitalisme, démocratie. Il faut décomposer cette idée, regarder dans les faits, dans les gestes. On ne voit pas le capitalisme, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un être qui est ici parmi nous. On voit la privatisation de l'espace public, on voit la marchandisation, la commercialisation, la course au brevet sur le vivant. Ça, c'est des choses qu'on peut beaucoup plus critiquer, voir, etc. Mais après, il faut comprendre que le texte d'Agamben est difficile, mais la question est difficile. Voir comment profaner le capitalisme, c'est probablement la question la plus difficile du siècle. Parce que tous les exemples qui ont été pris de YouTube, etc., sont des exemples de profanation d'État qui sont évidemment récupérés par le capitalisme après. Le détournement d'usage le plus connu, c'est TJ, mais aujourd'hui, il n'y a rien de plus... establishment que... On n'entend pas l'effondrement du capitalisme par la gratuité, par exemple. Ça aussi, les entreprises, IBM et toutes les entreprises, elles ont compris qu'il faut libérer une partie de leur logiciel. Les entreprises qui dominent le monde sont gratuites. Donc ça, c'est Facebook, Google, etc. Ils font un service pour eux. Ils font un service après. Ils ont déjà récupéré la gratuité, par contre, il y a déjà une subversion là, non? C'est la notion de valeur, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, la gratuité, c'est issu du capitalisme, mais ça en sort en même temps. Donc on ne peut rien faire. Ça serait la profanation, la gratuité. Ça serait la gratuité sans qu'on soit le produit. Parce qu'on sait très bien que si le produit est gratuit sur Facebook, c'est qu'on est le produit. Ça, c'est la formule. C'est quoi qu'on vend si c'est gratuit? C'est nous. C'est comme profaner le temps. Notre cerveau est quantique, apparemment. Et en physique quantique, il n'y a pas de temps. Donc notre cerveau, il est un petit peu associé aujourd'hui à un cerveau quantique. Donc il n'y a pas de temps. Donc il y a déjà une profanation là aussi. Je veux dire, il y a des brèches un peu partout. Après, il y a de la pensée, c'est sûr, on ne sait pas le penser, mais je pense qu'il y a des brèches en ce moment. L'idée du cerveau quantique, c'est une brèche. Parce que cet état superposé... Il y a plein de brèches. Il y a plein. Mais elles se referment très vite. C'est de la pensée, mais c'est à vous de penser maintenant tout ça. Vous avez pensé tout ça. C'est une question là-bas. Est-ce que ici, je n'ai pas très bien compris ce qu'on considérait comme sacré. Est-ce que c'est le capitalisme en tant que religion, ou est-ce que c'est le pouvoir oligarchique des capitalistes, c'est-à-dire des grandes qu'est-ce qui est sacré? Est-ce que le sacré est dans la position d'un nombre et un petit nombre d'élus, qui eux, pour le coup, c'est leur usage, ou est-ce que c'est quelque chose de sacré beaucoup plus global, qui du coup, eux aussi sont entre guillemets sous la loi du capitalisme?
C'est une question difficile parce que je ne sais pas si tu demandes par rapport à Gunbel ou ce que j'en pense. Moi, je vais te répondre parce qu'on va laisser à Gunbel là, parce que en plus, je suis tout son spécialiste. Ta question, c'est pas les oligarques, enfin le capitalisme, c'est d'où. S'il y a pas, c'est pas les 1% qui dominent les 99, c'est les 99% qui m'intéressent. La question quand on dit que c'est pas comment profaner le capitalisme, c'est que par définition, il n'y a plus rien de sacré dans le capitalisme. À partir du moment où tout s'achète, à partir du moment où on a mis Dieu sur un billet de banque, la représentation in God we trust, et non pas in God we bless, in God we trust, sur tous les billets de dollars. Voilà, donc là c'est la désacralisation absolue, et on ne peut pas gérer ce plus symbolique. Donc ça, et on sait très bien que tout s'achète, tout se vend, d'un organe, etc. Et avec comme horizon, la chose la plus inquiétante, c'est que les biens communs, jusqu'à l'air qu'on respire, vont devenir des biens marchands. Donc, quand on dit qu'il n'y a plus rien à profaner, c'est l'idée que le capitalisme a déjà, et ce qu'il appelle l'usification du monde, enfin, c'est que déjà l'ensemble du monde est déjà soumis à la marchandisation. Mais est-ce qu'il propose des solutions? Et du coup, là, c'est une profanation. Ah non, non, c'est des philosophes. J'ai une question sur le... J'ai pas compris en fait comment le régime de propriété empêchait l'usage. Ça, c'est pas, ça, c'est des trucs qui sont en creux dans le texte. Moi, je fais juste un lien parce qu'il va chercher chez les franciscains, etc. J'ai pas eu le temps de replonger dans le droit romain, quoi, et dans le droit médiéval. Que je disais, le régime de propriété, ce qu'on appelle le mouvement des communs, tu vois à peu près ce que c'est. Donc, initié par à la fois les communs numériques et les communs naturels, cherche à se défaire de l'idée que la seule manière d'avoir accès à un bien, que ça soit un bien naturel ou un bien culturel, un objet ou un milieu, est celui de la propriété. Ça, c'est le dogme dominant. Le meilleur moyen de protéger les ressources naturelles et de la propriété privée. Et on a aujourd'hui accès à tout à travers la propriété. Ce que essayent de penser les communs, c'est comment repenser l'usage sans la propriété. Oui, mais je sens bien, je vais partager cette question. Ce que je comprends pas, c'est comment le capitalisme, par la propriété privée, empêche l'usage. Par exemple, un exemple pour moi qui... L'usage de certaines personnes. Mais par exemple, le Monsanto qui a les graines qu'il vend, les Américains qui utilisent ces graines, ils n'ont pas le droit de récolter les graines issues des suivantes, et donc ils ont un contrat, et Monsanto a une sorte de police qui va vérifier sur le terrain, donc on ne peut pas utiliser les graines des plantes qu'on va semer. Donc il y a une interruption, il y a une séparation entre... Et même là, c'est très frappant, c'est le truc que le paysan va lui-même cultiver, c'est lui, c'est ses champs, trucs simples, mais le vivant qui l'utilise, qu'il va vendre après, ça appartient en fait à un Monsanto. C'est ça qui est impressionnant. J'avais une question. Après, c'est pas que quand il dit usage, il faut qu'on entende toujours possibilité d'un nouvel usage, invention d'un usage. Parce que c'est pas, s'il distingue l'usage de la consommation, c'est pas l'usage au sens du simple usufruit, quoi. Voilà, donc c'est le fait de pouvoir se réapproprier, inventer un usage, voilà. Et donc à partir du moment où tous les exemples canoniques interdisent cette réappropriation. Ça rejoint justement le premier événement qui a eu lieu ici dans la galerie, avec Ludovic Duhaime qui nous a parlé de Simondo et qui nous a dit que justement il fallait que pour les objets techniques on comprenne les modalités de fonctionnement de l'appareil technique pour pouvoir en avoir, ce que tu viens de dire, l'usage, c'est-à-dire éventuellement le détourner si on en a envie ou le transformer. Donc voilà, je voulais juste dire que ça. Non, mais c'est pour ça que c'est ce qu'il a dit, tous ces mouvements de réappropriation par l'usage sont un moment des mouvements d'open design, enfin on appelle ça comme on veut, mais il y a avant tout un geste d'ouverture, puisqu'on ne peut pas se réapproprier, détourner, innover par l'usage si on a méconnaissance de la technique. Donc le premier geste, c'est celui d'un geste de réappropriation, mais de connaissance. C'est avant tout des coopératives de connaissances, ces ateliers paysans. C'est-à-dire qu'ils partagent. Oui, voilà, évidemment, des coopératives. Qui partagent du savoir et du savoir-faire autour de leur métier de mais pour ça, justement, ils ont d'abord. On ne peut rien faire si
on ne connaît pas le tracteur. Et les deux des exemples très frappants, le contraste, c'est cet objet-là, si je peux le soulever. Donc, ça, le design, c'est une boîte noire, on ne voit pas à l'intérieur, c'est fermé, ça a l'air sophistiqué. Et l'objet qu'on voit là, qu'on va discuter probablement après, on voit qu'il est bricolé, on le comprend, on pourrait le recopier, il est ouvert, et on voit à travers. Donc c'est cette espèce c'est des matérialités, des objets très différents. Et là, on voit que si on a le temps, si on se partage les connaissances, il y a toujours des éléments, peut-être, oui, qu'on doit aller acheter, mais peut-être, l'idée là, si on a un casque ou des écouteurs ou des câbles, l'idée c'est de trouver des choses qui qui coûtent pas trop cher, qu'on peut acheter dans le commerce. Mais on va en parler, je crois, après.